spécifiquement à l'arrondi solidaire en caisse. Alors, je ne sais pas comment c'est appelé au Canada. On appelle ça l'arrondi solidaire en France. Il y a Donate the Change aux États-Unis. Donc voilà, il y a des modalités de mise en œuvre dans les pays qui sont adaptées à chaque culture. Mais là, le principe reste le même. Et ce principe, c'est le suivant. C'est qu'on va avoir une multitude de gens qui vont arrondir à l'euro ou au dollar supérieur le montant de leurs achats. Et la différence entre ce qu'ils auraient dû payer et ce qu'ils payent in fine va au bénéfice d'associations. Donc, c'est des associations qui sont très, très variables en termes de causes, qui vont aller de l'environnement, l'aide aux enfants, qui vont être nationales, internationales. Donc, c'est tout un panel de causes. Il faut savoir qu'en France, ce sont des causes qui sont choisies par les enseignes et soit qu'elles veulent travailler spécifiquement avec tel ou tel asso, soit qu'elles choisissent parmi une sorte de catalogue d'associations qui sont partenaires avec la marque Arrondi Solidaire qui est exploitée par une entreprise solidaire qui s'appelle Microdon et qui, en fait, a la technologie qui permet de mettre dans les terminaux de paiement la petite partie logicielle qui permet de flécher ce qui est de l'ordre de la donation, ce qui est de l'ordre du paiement des achats en caisse. Donc, on appelle ça le checkout charity ou le rounding up ou give the change. Et c'est reconnu comme étant un moyen qui est simple et indolore de donner, qui a un effet positif, en tout cas c'est ce qui a été observé dans les années 2019-2020, sur le taux de revisite, sur l'attitude envers l'enseigne, mais une étude de 2021 montre que ça peut aussi générer de l'anxiété. En tout cas, ça a toujours été étudié dans un contexte retail, de commerce, puisque c'est un outil qui a été d'abord développé par les enseignes dans le cadre de leur mise en œuvre de responsabilité sociale d'entreprise. Alors, la question c'est, est-ce qu'on on parle de plus en plus de la fatigue du donateur, qui est sollicité et en caisse, et dans tous les magasins, et par d'autres cadeaux. Donc, il y a une accumulation qui fait qu'il y a ce qu'on appelle la fatigue du donneur. C'est quelque chose qui est vraiment étudié, enfin, qui est peu étudié, mais qui est très commenté, notamment dans le monde anglo-saxon, avec des articles sur de Forbes sur la donneur fatigue. Et ce petit, si ça fonctionne, ça peut juste faire une petite introduction. Il y a même South Park. Je ne sais pas si vous entendez le son. Bon, alors, croyez-moi sur parole. Donc, c'est South Park qui a pris à son compte, en fait, cette donation en caisse avec ce petit personnage qui est sollicité à chaque passage en caisse. Et puis, on lui dit, vous êtes sûr que vous ne voulez pas donner? Vous êtes vraiment sûr? Vous savez qu'il y a des enfants qui vont mourir à cause de vous parce que vous n'avez pas donné? Êtes-vous toujours sûr? Et si je fais une annonce publique, est-ce que vous êtes vraiment sûr? Donc, c'est devenu une running joke. Il y a j'ai vu des posts sur TikTok, enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe en termes de culture populaire sur cette donation qui est connue par tous et pas toujours bien vécue. La question, c'est est-ce que c'est un signal faible d'une mauvaise façon de communiquer ou est-ce que c'est carrément un drapeau rouge de attention, il y a une overdose et il faudra faire attention à pas non plus saturer la capacité à donner cognitive et émotionnelle des gens. Donc, donc là, pour vous donner quelques statistiques, il y a une nette baisse du nombre de donateurs, pas des montants, mais de nombre de donateurs, toutes façons de donner confondues aux États-Unis. Alors, il y a forcément l'inflation, le contexte économique, etc. Mais surtout, ça devient quelque chose défini dans le dictionnaire, c'est a reluctance to commit to voluntary donations of resources. C'est aussi devenu un hashtag Stop Asking Me to Donate, et c'est une tendance observée dans la donation. Donc, comment est-ce que la littérature nous informe là-dessus? Et puis, je vais venir rapidement sur mes recherches. La littérature, elle nous dit que dans le comportement charitable, on n'est pas tant sur une dyade entre un donateur et une cause, mais on est plutôt sur une triade. C'est la théorie développée par Chapman et ses co-auteurs en 2022, dans un super article que je vous invite à lire, qui montre qu'en fait, il y a une relation triadique et qu'il ne faut pas oublier le leveur de fonds.
dans la décision de donner ou pas. Donc ça réintroduit un peu de complexité, puis ça propose aussi que la légitimité de ce fameux donateur qui se met à l'interface entre donateur et cause, et ben, peut jouer. Cette légitimité, effectivement, elle peut varier selon différents donateurs, et surtout, un leveur de fonds, il va être perçu comme légitime si on considère que le fait de demander est approprié. Donc, c'est-à-dire, est-ce que Costco, est-ce que Auchan est un leveur de fonds approprié pour une petite association? Alors, je n'ai pas de réponse toute faite, mais la question se pose des fois pour les donateurs. Et puis ensuite, il y a tout ce on peut étudier au travers du prisme de la motivation, d'attribution de motivation. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de deviner ce pourquoi les gens ou les organismes et les organisations font quelque chose. Est-ce que c'est altruiste? Est-ce que c'est égoïste? Est-ce que c'est pertinent ou pas? Donc cette théorie de l'attribution, elle va forcément influencer l'attitude et les comportements que vont avoir les donateurs, selon qu'ils vont considérer que c'est tout à fait approprié. Je ne sais pas si les Canadiens connaissent Nature et Découverte, mais en tout cas voilà, s'il y a n'importe quel magasin, enseigne spécialisée avec un fort ancrage local et des forts enjeux environnementaux, ça peut paraître logique qu'ils demandent à donner. McDo qui propose de lutter contre l'obésité, ça peut interroger. Donc, partant de ces constats-là et de cette théorie, je vais vous présenter 2 études. Il y en a d'autres sur lesquelles je suis en train de travailler, mais c'est les plus importantes et qui sont les plus prometteuses. Donc la première, c'est justement l'analyse de ce fameux hashtag Stop Asking Me to Donate. Donc, j'ai 2 questions de recherche qui ont mené ces analyses. C'était: quelles sont les principales raisons de ne pas donner, exprimées par des donateurs qui résistent et qui le disent? Et est-ce que l'illégitimité du leveur de fonds est l'une de ces raisons? Et la deuxième question, c'est: est-ce que les motivations qu'on attribue, selon qu'elles soient égoïstes ou altruistes au leveur de fonds, va influencer l'attitude et le comportement de don? Alors, je me suis bien amusée parce qu'il a fallu faire donc j'ai scrappé les 828 tweets qui mentionnaient le Stop Asking Me to Donate sur Twitter. J'ai nettoyé la base de données et il en restait 706. Et ensuite, c'est là où l'amusement commence. Ce n'est pas possible de l'analyser avec des méthodes d'analyse sémantique ou textuelle classique, puisque c'est ironique, les tweets. Des fois, le sens ne fait sens qu'avec une image qui accompagne le texte. Et c'est en permanence des abréviations, des mots, bref, on ne peut pas faire quelque chose avec un logiciel. Donc, à la main, j'ai fait une procédure de classification avec un codage manuel pour avoir à chaque tweet un code est-ce que c'est plutôt une mention d'un comportement altruiste ou égoïste? Est-ce que la personne mentionne si elle avait de l'argent, qu'elle a refusé d'en donner, ou est-ce qu'elle en avait pas? Et cetera. Et ça m'a permis de faire quelques analyses de correspondance et puis quelques statistiques qui ont permis notamment donc de voir que les motivations égoïstes étaient principalement attribuées aux entreprises qui font la microdonation et aux universités, demandent à leurs alumni de donner, alors que les alumni, en général, sont encore endettés des frais d'inscription qu'ils ont fait. Pour la plupart des tweets, c'était aux États-Unis, d'où l'apparition de ces universités. La deuxième chose, c'est que les raisons pour lesquelles le mécontentement apparaît varient selon le type de leveur de fonds. Pour les organismes politiques, les organisations politiques qui demandent à lever des fonds, donc là, pas que par micro-donation, donation en général. La principale raison du mécontentement, c'est le fait que les unfulfilled expectations, c'est que le fait que les gens avaient voté pour des résultats, en l'occurrence, c'était principalement les démocrates, et qui sont déçus, donc ils refusent de donner alors qu'ils ont été déçus par rapport aux attentes qu'ils avaient. Et pour les causes, quand c'est les causes qui lèvent de l'argent pour elles-mêmes, sans passer par un leveur de fonds, la principale raison du mécontentement, c'est plutôt le fait qu'il y a trop de demandes. Donc là, c'est plutôt un problème de targeting et de fréquence
du message plutôt que du contenu. J'avance rapidement, donc là, compagnie université, c'était assez proche. Pas de réciprocité, trop de réponses et pour les universités, vous voyez, c'est financial issues, c'est 30, donc la difficulté financière des alumni à donner. Donc les résultats, c'est que ça m'a permis de faire une sorte de clusterisation et de montrer qu'il y avait 3 classes principales de donneurs mécontents, en tout cas, parmi ceux qui l'expriment en ligne. Il y a ceux qui sont vraiment des citoyens déçus, pardon, donc là, vous voyez, c'est mes 3 ronds, et qui va se retrouver là, ça va être les citoyens déçus qui mentionnent qu'ils sont capables de donner de l'argent, mais qu'ils ont décidé de ne pas le faire pour manifester leur mécontentement. Les upset consumers qu'on va retrouver justement en magasin autour de la microdonation, ce sont des donateurs qui sont vraiment fatigués, d'être sollicités trop souvent et du manque de réciprocité. Il y a souvent que: «Pourquoi est-ce que moi qui gagne 1 000 $, je vais donner de l'argent alors que Costco en gagne des milliards?» Et puis, les, donateurs, énervés, irrités, qui sont, irrités par la quantité de sollicitations. Donc ça ressort clairement. Donc voilà pour cette première étude. On pourra en parler si vous voulez, à la fin. Et je voudrais vous la mettre en perspective avec un deuxième axe que j'ai dans mes études qui sont, donc alimentés par cette, réflexion autour de la résistance à la donation. C'est, une partie sur du tourisme, puisque je travaille beaucoup de plus en plus en tourisme, d'où les études dont parlait Elisabeth au début. Et une des études que j'ai faites en montagne, elle consistait à voir si, en utilisant ce principe de la microdonation en caisse, en connaissant, l'importance du leveur de fonds grâce à la première étude, eh bien, on pouvait imaginer engager des touristes dans la responsabilité sociale de la destination avec cet outil qui est le Checkout Charity. Ça s'est traduit par deux questions de recherche. Est-ce que la donation est charitable, entre guillemets, est perçue par les touristes comme un moyen de s'engager directement dans la destination? Donc, en fait, est-ce que en passant d'un magasin dans sa ville, dans lequel on va au quotidien, à un magasin dans la station de ski ou dans laquelle on va, dans la destination touristique dans laquelle on va, on peut changer un peu la perception de cet, outil de responsabilité sociale. Et est-ce que, alors avec plein de bénéfices évidemment, financer des assos locales, flécher de l'argent, sur des projets qui ne sont pas uniquement, saisonniers, et cetera, et cetera. Mais avec peut-être aussi, et c'est ma deuxième question de recherche, est-ce que ça a un impact, le fait d'engager financièrement les gens dans la destination qu'ils visitent, sur leur attitude, sur leur comportement? Donc c'est un peu une question de prospective aussi, hein, c'est est-ce que ça pourrait marcher? Donc la méthode, alors là, je me suis rendue en station, dans une station de moyenne montagne, dans les Alpes. Et j'ai fait 4 interviews avec les managers des offices de tourisme, de cette station qui était ma station un peu témoin, et puis une autre station pour comparer. Et dans les 2 cas, ils envisageaient de mettre en place l'arrondi solidaire en caisse, avec des difficultés techniques pour le faire, vraiment techniques en termes de logiciel, mais une vraie envie de le faire. Mais par contre, ils étaient à l'aveugle sur ce que ça pouvait donner comme résultat. Donc la deuxième partie de l'étude, ça a été, avec un système de petites boîtes, comme les petites, oui, des petites boîtes en carton, qui étaient posées au comptoir de 5 types d'enseignes, donc de magasins de courses, classiques, magasins de ski, chaussures de ski et matériel, pharmacie, coiffeur et office de tourisme. Donc il y avait des petites boîtes qui permettaient de dire: «La station, Notre-Dame de Bellecombe soutient des initiatives, souhaiteriez-vous, soutenir une association?» Et les gens devaient choisir entre local ou international, avec une petite pièce qu'il fallait glisser dans l'urne. Donc ça a permis de récolter 289 pièces et d'avoir, quelques résultats intéressants sur le fait, enfin, j'y reviendrai, sur le choix du local versus l'international de manière massive, mais surtout la prépondérance du rôle du personnel en caisse, ce qui est pas, complètement innovant, hein, comme résultat, mais ça montre ça.
Et puis en parallèle, j'ai fait une sorte des petits entretiens, semi-directifs en sortie de caisse. Donc j'ai interviewé les gens. Alors, vous voyez la durée, moyenne, c'est 3 minutes, c'est très court. On était sur de l'ordre du micro-trottoir. Pour la petite histoire, j'étais enceinte de 7 mois et il faisait à peu près -10. Mais donc les gens étaient pressés de rentrer. Mais par contre, je voulais capter la sortie de caisse pour qu'ils me disent déjà ce qu'ils avaient acheté, s'ils avaient vu qu'il y avait un une donation proposée, ce qu'ils en pensaient, ben, vraiment de la discussion, très libre, pour avoir de l'éclairage par rapport à la petite expérimentation avec les pièces. Donc ce qu'il est ressorti, c'est que dans cette fameuse triade de la charité dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, on se retrouve avec un donateur qui est le touriste dans le cas de figure de la station de ski, un bénéficiaire qui est une cause, X ou Y, locale ou internationale, et un leveur de fonds. Et avec l'analyse des verbatims, ce qui est ressorti, c'est ça, c'est que, le leveur de fonds, il va avoir un rôle et il va avoir un rôle de bloqueur ou d'initiateur du don, selon son niveau de transparence, selon la façon dont il raconte l'histoire et la façon dont il est aligné avec la cause qu'il défend. Par contre, et c'est là où c'est intéressant de l'étudier dans un contexte touristique, ce qui ressort, c'est que ce fameux leveur de fonds, dans un contexte touristique, il est difficile à identifier pour les gens. Parce qu'ils vont donner de l'argent potentiellement, là dans le cadre du check-out charity, dans un magasin. Donc le leveur de fonds, c'est en partie le magasin. C'est aussi les le personnel en caisse ou le propriétaire du magasin, qui est des fois quelqu'un qui est très, familier, qu'on voit tous les jours, qu'on retrouve d'une année sur l'autre éventuellement en vacances, ou qui peut avoir une personnalité forte. Il y a aussi cette personne qui incarne le magasin et puis il y a la station. Il y a la station touristique qui est derrière et qui a du mal, entre guillemets, à se faire connaître. Donc toute la question et tout l'enjeu des destinations qui vont adapter ce type d'outils de participation financière des touristes, c'est est-ce que les touristes vont bien attribuer cette démarche à la bonne entité? Et est-ce que ça va bien être attribué à, la station touristique? Pardon. Juste pour finir sur ça, je l'ai pas mise parce que c'est un travail qui est un working project vraiment, vraiment très amont. Mais il y a j'ai lancé un questionnaire dont on a déjà pu analyser une partie des résultats qui montre que quand on demande aux gens de donner en caisse, même des petites sommes, ça a un effet, une corrélation positive sur la variable de, hem, psychological ownership, qui est une sorte de sentiment de propriété, mais au sens d'être un peu chez soi et que la destination m'appartient un peu et avec des effets bénéfiques qu'on connaît sur l'intention d'en parler et d'en être ambassadeur, l'intention d'y revenir, l'intention de faire attention et la compréhension des communautés locales. Donc ça a des effets sur le fait de alors j'exagère un petit peu le trait, mais si on se sent chez soi parce qu'on est invité à contribuer financièrement, mais peut-être autrement aussi, on va aussi plus prendre soin de la destination, plus faire attention, plus comprendre les enjeux et donc créer quelque chose de plus durable dans la relation avec la destination. Voilà pour, cette présentation très globale de ce que je fais, de ce qui m'occupe bien là en ce moment. Et puis, je suis ouverte à vos questions et puis avec plaisir pour échanger. Merci beaucoup Élodie,